Et grand temps consacré évidemment à la crise politique en France. Avec nous tout au long de ce grand angle, Richard Verly, bonsoir, bienvenue à vous, correspondant France du magazine Suisse Blick. Bertrand Mathieu, en direct, juriste spécialiste de droit international, de droit constitutionnel, professeur émérite à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, ancien conseiller d'État. Et puis à l'Élysée, Antoine Delpierre qui est avec nous. On commence avec vous, Antoine. Emmanuel Macron, on peut le dire, attendu au tournant ce soir. Oui, Mohamed, attendu au tournant par les Français, par tout le spectre de la classe politique française, par ses homologues européens, par Bruxelles, par les investisseurs, les marchés aussi, bien sûr, au regard de cette situation politique incertaine, au regard aussi de cette situation économique et des inquiétudes sur la dette, sur la croissance française et ses exigences de Bruxelles par rapport à la remise d'un budget de l'État français avant la fin de l'année. Alors, si l'on nous disait ici ce matin à la mi-journée plutôt qu'à l'Élysée dans l'entourage présidentiel, et bien que le président français voulait aller vite, au regard notamment de cette intervention qui doit avoir lieu ce soir à 20h heure de Paris, eh bien on nous confie d'après un proche de l'Élysée que le président français ne devrait pas annoncer ce soir le nom d'un Premier ministre. Tout est question en effet de temporalité, et une indication d'ailleurs dans ce sens, c'est que s'ouvre à partir de ce samedi une séquence particulière pour le président français, puisqu'il s'agit de la réouverture de Notre-Dame de Paris, l'une de ses promesses de remettre sur pied la cathédrale plus de 5 ans après son incendie. Il va y recevoir pour cette cérémonie de nombreuses personnalités, des chefs d'État, notamment l'Américain Donald Trump. Alors le président français voudra-t-il régler la question du Premier ministre avant ou après cette séquence? Réponse ce soir, ou en tout cas une partie de la réponse certainement ce soir. Merci Antoine pour ce point. Je signale que c'est Marie Poupinel qui est avec vous à la caméra. Richard Verly, Antoine vient de nous le dire, selon un proche d'Emmanuel Macron, pas de nom donné ce soir. Est-ce qu'on va revivre, les Français vont revivre le scénario des zigzags, des tergiversations, des consultations interminables de l'été dernier ? Je n'ai pas l'impression, en tout cas, ce n'est pas les informations qui circulent. On a quand même l'impression qu'Emmanuel Macron veut aller beaucoup plus vite. Je rappelle que la dernière fois, ça avait pris 2 mois entre le moment de la démission de Gabriel Attal et la nomination de Michel Barnier, qui l'avait été le 5 septembre. Là, ça devrait aller plus vite pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a un calendrier budgétaire. Ça vient d'être dit. Normalement, le budget doit être adopté d'ici le 31 décembre. Et pour adopter le budget, il faut un gouvernement, un Premier ministre et un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la situation est très différente. Il y avait, la dernière fois, la trêve olympique. C'était l'été, et Emmanuel Macron, au fond, la situation était compliquée à cause des législatives, mais ce n'était pas une situation de crise ouverte. On est maintenant dans une crise ouverte. Le gouvernement a été renversé pour la première fois depuis 1962. Donc, laisser le même Premier ministre, à savoir Michel Barnier, celui qui vient d'être renversé, en affaires courantes pendant des semaines, ça paraît très peu probable. Mais est-ce qu'il a conscience du moment historique et de la gravité des faits? Il est obligé d'en avoir conscience, Emmanuel Macron. Évidemment, comment pourrait-il en être autrement? Il se trouve, le calendrier était compliqué, il était en Arabie Saoudite au moment où tout cela s'est joué. Il est rentré pile, presque au moment où les députés, les 311 députés, votaient la censure du gouvernement Barnier. Mais bien évidemment, c'est une crise majeure, il le sait, et il sait parce qu'il a entendu tous les députés parler, il sait que c'est lui, derrière Michel Barnier, qui est mis en cause parce qu'un certain nombre de ténors des oppositions réclament sa démission. Bertrand Mathieu, je m'adresse aux juristes à l'heure qu'il est. Y a-t-il, oui ou non, juridiquement, un gouvernement et un Premier ministre en France ? Eh bien, écoutez, il y a un gouvernement démissionnaire, un gouvernement qui peut quand même prendre un certain nombre de décisions, celles qui consistent en fait à faire fonctionner les rouages de l'État, mais il ne peut pas prendre des décisions nouvelles, de nouvelles orientations. On est donc un peu sur la lancée de ce qui a été mis en place, mais rien de nouveau ne peut se faire. Et je partage ce que disait votre journaliste, disant que c'est pas une situation qui peut durer et elle devrait être réglée le plus rapidement possible par la désignation d'un nouveau Premier ministre. Le problème, c'est pas tant le nom, j'ai envie de dire, Richard Verly, du Premier ministre, c'est est-ce qu'il sera censuré ou pas? Et 66% des Français veulent, ce que vous nous disiez hier, un gouvernement technique selon un sondage, mais rien n'empêche les députés aujourd'hui, dans la configuration de cette Assemblée nationale, de censurer un Premier ministre technique. La leçon de cette motion de censure, elle est très simple. C'est que dès lors que le Rassemblement national et ses 121 députés, entrent dans la danse, plus
le nouveau Front populaire, la coalition de gauche avec ses 193. Dès lors que ces deux forces se mettent ensemble, le gouvernement tombe. Donc c'est très simple. Si Emmanuel Macron veut éviter cela, il doit nommer un Premier ministre qui, par sa stratégie, par son orientation, par la composition de son gouvernement, désamorcera soit l'opposition à gauche, par exemple en ralliant les 77 socialistes, en les décrochant du nouveau Front populaire, ou peut-être, énorme surprise, c'est très peu probable, se dirige vers le Rassemblement national et donne au RN des garanties pour qu'il ne censure pas à nouveau. C'est la seule voie possible. Donc pour nuancer ce que vous dites, Mohamed, quand même, le nom a de l'importance parce que ce n'est pas n'importe qui peut parvenir à tracer cette voie étroite. Bertrand Mathieu, selon l'article 12 de la Constitution, je parle sous votre contrôle, le président peut tout à fait prononcer une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale à une seule condition, le calendrier, et ce ne sera pas avant la mi-juillet. Vous confirmez ? Oui, absolument. Et c'est vrai que l'on se trouve dans une situation où l'Assemblée a pu, j'allais dire, sortir son arme et tirer contre le gouvernement. Et dans le système parlementaire, la réplique présidentielle n'est pour le moment pas utilisable, ce qui est probablement un inconvénient majeur et ce qui conduit en tout cas à une situation de blocage et fragilisera incontestablement le nouveau gouvernement quel qu'il soit. Mais il peut y avoir des motions comme ça de censure à la longue jusqu'au mois de juillet. La Constitution ne peut en aucun cas intervenir en la matière. Oui, et il peut non seulement y avoir des motions de censure sur un texte, comme ce fut le cas, mais il peut y avoir aussi des motions de censure spontanées. Et c'est une épée de Damoclès qui pèse en tout cas sur le gouvernement qui sera nommé. On peut rappeler que sous la Troisième République, cette situation s'est présentée avec le gouvernement sous le président Millerand, qui a été contraint de démissionner parce que l'Assemblée a systématiquement renversé tous les gouvernements qu'il nommait. Alors espérons que ça ne sera pas le cas et que cette situation ne va pas se répliquer aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une possibilité. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut démissionner ? Écoutez, il n'a cessé de dire qu'il ne démissionnerait pas. Et il l'a justifié par le fait qu'il est le garant des institutions. Maintenant, si vous regardez la situation politique, d'abord, il est très impopulaire, record d'impopularité. Deuxièmement, on voit bien que sa capacité d'agir et d'influence sur la politique du pays est désormais très limitée et que sa crédibilité internationale est très entamée, même si la réouverture de Notre-Dame va lui donner l'occasion d'une très belle cérémonie. Donc moi, je n'exclus pas qu'à un moment donné, il en tire les conséquences. Sans doute pas maintenant, pour une raison simple, c'est parce que s'il démissionnait maintenant, d'abord ce serait un aveu d'échec absolu, et ensuite son successeur ou sa successeure ne pourrait sans doute pas dissoudre l'Assemblée avant le mois de juillet. Par contre, au printemps, s'il y a un blocage, et si comme cela vient d'être dit, les députés de nouveau votent une motion de censure et font tomber à nouveau un gouvernement, à titre personnel, je ne vois pas comment Emmanuel Macron pourra continuer de rester à la présidence. Bertrand Mathieu, est-ce que le président peut se représenter s'il démissionne ? Non, il ne peut pas se représenter puisqu'il ne peut pas faire 2 mandats consécutifs et le fait que le second mandat soit réduit, c'est-à-dire qu'il soit d'une durée inférieure à 5 ans, ne l'autorise absolument pas à se représenter. Donc, quel que soit le cas de figure, Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat à ses successions. Il ne pourrait l'être qu'à la suite d'un autre mandat, c'est-à-dire 5 ans après la prochaine élection présidentielle. Alors, le Rassemblement national dément toute connexion entre l'attitude du RN ces derniers temps et les affaires de justice de Marine Le Pen. Elle sera normalement au mois de mars. Le 31 mars, si je ne me trompe pas. Le 31 mars, si elle est inéligible ou si elle est éligible pour la prochaine présidentielle. Selon vous, elle aurait pu jouer cette carte-là en disant, voilà, on est dans des scénarios, Emmanuel Macron démissionne, elle se présente et... Alors, ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, veut une élection présidentielle anticipée. Elle le veut. Vous venez de le dire, parce que son calendrier judiciaire, eh bien, ça aurait un avantage pour elle. Elle se présenterait si elle est élue immunité présidentielle et ça suspend les procédures en cours, comme ça a été le cas pour Donald Trump aux États-Unis, qui vient de bénéficier de ce genre de circonstances. Mais elle le veut aussi parce que le moment est très opportun pour elle. Parce que Marine Le Pen, elle sait très bien que si un Premier ministre venait à réussir, ça paraît extrêmement hypothétique en ce moment, mais ce Premier ministre pourrait prendre de l'ampleur et devenir un concurrent. Et c'était un peu ce qu'elle craignait
gagné avec Michel Barnier. Michel Barnier s'était affirmé sur les terrains de la sécurité, de l'immigration avec Bruno Retailleau. Il pouvait devenir un concurrent à Marine Le Pen sur cet électorat de droite, cet électorat conservateur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tiré la première et elle l'a fait tomber. Richard, vers une question. Peut-être que celles et ceux qui nous regardent se posent la question. C'est simple en démocratie. Le premier qui arrive en tête, normalement, c'est de gouverner. C'est le cas, par exemple, dans des pays voisins francophones comme la Belgique. Donc là, en l'occurrence, une coalition Nouveau Front Populaire en tête. Pourquoi ne nomme-t-il pas quelqu'un de ce courant? Ou tout simplement, le premier parti, si on raisonne à titre de l'échelle des partis, le Rassemblement national? La réponse, on la connaît. C'est parce que... Ça ne tiendrait peut-être pas, mais ce serait au moins un signe de la part du président d'un respect. C'est ce qui lui est beaucoup reproché, de ne pas respecter le verdict des urnes. C'est la règle dans les démocraties parlementaires. On a souvent cité le cas de l'Espagne lors des dernières élections. Le roi a d'abord demandé au leader du parti conservateur arrivé en tête de former un gouvernement. Il n'a pas réussi à rassembler une majorité. À ce moment-là, le roi s'est tourné vers le socialiste Pedro Sánchez. Là, les LR, c'était 5% quand même. Effectivement. Alors, on connaît la réponse. Réponse en ce qui concerne le RN, Emmanuel Macron a toujours dit dehors, je n'en veux pas au gouvernement. Et d'ailleurs, il a défendu l'idée du Front républicain contre le Rassemblement national aux élections. C'est ce qui a permis à son camp de limiter la casse, en quelque sorte. Et vis-à-vis du nouveau Front populaire, on peut dire que c'est une erreur politique. En tout cas, ça prête à discussion. Il aurait dû, normalement, si la France était un pays parlementaire, il aurait dû d'abord se tourner vers cette coalition, lui confier le soin de proposer un gouvernement et voir et examiner si ce gouvernement pouvait tenir. Il n'est pas allé jusque-là. Il s'est contenté de recevoir Bernard Cazeneuve, mais il est vrai que le nouveau Front populaire avait dit ce sera notre candidate, vous vous souvenez, Lucie Castet, et notre programme, ce n'était pas vraiment, on dirait, une approche constructive, mais de facto, Emmanuel Macron aurait sans doute dû d'abord jouer le jeu de la coalition arrivée en tête. Une dernière question pour vous, Bertrand Mathieu. Est-ce que cette 5e République est à bout de souffle? Est-ce que ce régime, comme on l'appelle, semi-présidentiel, a vécu? Non, écoutez, d'abord, un mot sur la question précédente. En France, la nomination du Premier ministre est une prérogative du Président de la République qui n'est absolument pas tenue juridiquement par le résultat des élections, même s'il est tenu politiquement par ce résultat. Quant à la crise de la 5e République, je crois que l'on est dans une crise politique beaucoup plus que dans une crise institutionnelle. Finalement, j'allais dire, ceux qui ont proposé la 6e République ou ceux qui proposent une proportionnelle intégrale, je ne crois que ce ne sont pas là les solutions. Le problème est politique et à ce problème politique, il est finalement difficile de trouver des réponses institutionnelle. Donc la 5e République est attaquée directement, mais je ne crois pas qu'elle en soit morte pour autant. Merci beaucoup Bertrand Mathieu, merci Richard Verlier, merci à Antoine Delpierre qui était à l'Élysée avec Marie Poupinel. Merci à tous pour ce grand angle et vos éclairages respectifs.